Et oui, et du coup, comme je disais, j'y allais 2, 3 fois par semaine, mais c'était vraiment pas dans un optique de faire la performance. C'était vraiment histoire d'aller voir ma meilleure amie, me dégourdir après les cours et vraiment m'amuser, quoi. Et c'est l'année juste avant l'année du bac. Je me rappelle plus, mais j'avais déjà vu quelqu'un avoir une bourse sportive pour aller étudier aux États-Unis. Et moi qui savais pas quoi faire après le bac, je m'étais dit que c'était le moyen de peut-être d'utiliser le sport pour avoir une bourse et aller étudier là-bas. Donc c'est vrai que ma dernière année, l'année du bac, j'ai rajouté un entraînement par semaine et j'ai obtenu du coup une bourse en Californie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Et bien donc sur le podcast aujourd'hui, je suis avec Emeline, Emeline Delany. Alors on dit Delany ou Delanis ? Plus de la Nice, mais j'entends les deux. Ok. Et Emeline, alors je dis on est sur le podcast, mais Emeline, t'es un peu loin, dis-nous où tu es. Actuellement, je suis en Caroline du Nord, à côté de Raleigh. Très bien, donc aux États-Unis, hein, je précise pour ceux qui ne maîtriseraient pas du tout la géographie mondiale. Et donc, avant de continuer, déjà, bonjour Emeline et bienvenue sur le podcast. Bonjour et merci de m'avoir sur le podcast. Et donc je vais tout de suite le dire puisque ceux qui auront vu la vignette sauront ce que tu fais, mais tu es une sportive de haut niveau, tu fais de la course à pied et on rentrera un peu dans le détail de tout ça, mais avant d'expliquer ton parcours et ce que tu as fait, comme maintenant c'est devenu une petite habitude sur le podcast Allez Vas-y, je vais démarrer par le portrait chinois. Donc je vais te donner à chaque fois un mot et puis tu me diras celui qui te vient en premier à l'esprit. Si je te dis un lieu. La Californie. D'accord, et on expliquera alors pourquoi, on va pas développer maintenant, on expliquera pourquoi tu dis la Californie. Si je te parle d'une gourmandise, elle peut être sucrée, elle peut être salée, ce serait quoi ? Ben & Jerry. Les glaces, ok. Ça, il n'y a pas besoin de développer, je valide à 200%. Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, tu me dirais quoi ? Autre que la course à pied, l'astrologie. D'accord, ok. Et l'astrologie, tu pratiques ça, c'est de la lecture, comment ça se concrétise ? C'est plus pour moi-même, c'est aussi en complément de développement personnel et pour moi, c'est vraiment un outil que j'utilise déjà que j'ai toujours aimé et beaucoup étudié. Maintenant, j'étudie ça vraiment un peu plus intensément, mais c'est vraiment pour moi et pour mieux comprendre et pour les gens proches, on va dire. Et si je te demande une personne que tu admires, ça peut être une personnalité, quelqu'un de ton entourage, ce serait qui ? J'ai toujours du mal avec cette question. Ça peut même être un sportif de haut niveau. Honnêtement, maintenant, je dirais que c'est ma sœur. D'accord. Ouais, ma sœur. Explique-nous pourquoi. C'est ta grande sœur, petite sœur ? Non, c'est ma petite sœur, mais si là, vraiment, il y avait une personne que j'admirais, ouais, c'était elle, parce que j'inspire aussi tous les jours, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, au niveau même mental, quand je traverse des épreuves et tout, c'est avec ma sœur que je retrouve le plus de réconfort, on va dire. Ok. Vous avez beaucoup d'écart toutes les deux ? On a 3 ans.
D'accord, ok. Et est-ce que, alors une question, hein, quand tu parles de réconfort, et c'est important dans ce qu'on va voir dans le parcours et autres, elle est venue avec toi aux États-Unis à un moment ou pas du tout? C'est à distance que vous gérez ça? Non, ça a tout le temps été à distance parce enfin, elle est venue qu'une semaine aux Mhm. États-Unis quand j'étais à Boston. Mais c'est quand je rentre en France, puisque maintenant je voyage beaucoup entre la France et les États-Unis. C'est quand je rentre en France, puis après c'est tous les moments qu'on partage, oui, ensemble, ou même je sais au téléphone si j'ai un problème, c'est ma soeur que j'appelle. Ok. Eh ben écoute, merci déjà pour ce portrait chinois. Et donc on va démarrer. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ton profil, c'est la richesse de ton profil à ton âge. Donc déjà pour démarrer, même si normalement on demande pas l'âge d'une fille, quel âge as-tu, Emeline? 25 ans. 25 ans, ok. Et à 25 ans, tu as déjà un palmarès et on va en parler au fur et à mesure. Et moi, je trouvais hyper intéressant de te recevoir sur le podcast parce que au-delà d'être sportif de haut niveau, il y a aussi ce cursus aux États-Unis. Et pour moi, enfin, c'est vraiment une richesse et c'est un choix. Et donc, bah, moi, j'ai envie de discuter de tout ça. Mais avant de discuter de tout ça, bah, explique-nous un peu où tu as grandi, comment tu es arrivé à l'athlétisme et comment à un moment donné tu as senti le fait de dire tiens, ça pourrait être autre chose que juste un loisir et un passe-temps. J'ai grandi en France, en Île-de-France, et j'ai toujours fait du sport. Enfin, dans ma famille, c'était très natation. Mon père était nageur aussi, mais ma tante. Donc, j'ai fait beaucoup de natation. Enfin, on m'a souvent répété que il fallait que je fasse de la natation. Donc, j'en ai fait vraiment très longtemps, jusqu'à ce que vraiment je fasse comprendre à mon père que c'était pas vraiment le sport du tout que je voulais faire et que j'avais vraiment envie de changer parce que j'ai toujours aimé courir dans la cour, dans la récré, tout ça, et c'était vraiment quelque chose que j'étais plutôt bien dessus, donc j'ai demandé à aller faire de l'athlétisme, Mhm. et jusqu'à l'année avant que je parte aux États-Unis, jusqu'en 2015, je suis partie. Mhm. J'ai faisais beaucoup un peu de tout. J'ai fait de la perche, du javelot, de saut à hauteur, longueur. J'ai vraiment tout fait. Et j'aimais beaucoup la perche et le demi-fond. Et du Mhm. coup, c'est vrai que ma coach voulait vraiment que je vienne plus dans son groupe de demi-fond. Donc j'avais commencé à faire plutôt deux, trois entraînements par semaine. Je vais me permettre juste de te poser une question. Quand tu dis je suis venu à de l'athlétisme par rapport à la natation, à quel âge exactement tu as commencé pour qu'on repère un petit peu et que les gens puissent comparer avec leurs enfants et puis avoir des repères temporels, on va dire? Il me semble que j'ai commencé vers les 13 ans. Ok. Et donc là, demi-fond, on va peut-être expliquer aussi. Demi-fond, ça regroupe. Est-ce que le 1500 est dans le demi-fond aussi? Ouais, moi je considère, je D'accord. considère à partir du 800. Ok. Donc demi-fond, il y a 800, 1500, 5000 et 10 000. Voilà, mais ça c'est à partir de cadet. Donc cadet, ça doit être à partir de, si je dis pas de bêtises, 15 ans, Ouais, peut-être quinze ça seize doit ans. être ça. Donc c'est vrai qu'avant, il y avait, pour tout ce qui est demi-fond, c'est plutôt le 1000 il me semble. Et enfin, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a du 2000 je sais plus. Mhm. Mais c'est 1000 ou les crosses. Mais c'est vrai que moi, je faisais pas tellement ça, ou vraiment c'est parce que j'étais forcée à le faire. Et c'était pas vraiment les épreuves que j'aimais faire. Ok. Enfin, moi, ce que je voulais, c'était vraiment courir vite ou faire de la perche, des choses où je m'amusais. Et, et oui, et du coup, comme je disais, j'y allais deux, trois fois par semaine, mais c'était vraiment pas dans un optique de faire de la performance. C'était vraiment histoire d'aller voir ma meilleure amie, me dégourdir après les cours et vraiment m'amuser, quoi. Et c'est l'année, juste avant l'année du bac où j'ai vu qu'il y avait je me rappelle plus, mais j'avais déjà vu quelqu'un avoir une bourse sportive pour aller étudier aux États-Unis. Et moi qui savais pas quoi faire après le bac, je m'étais dit que c'était le moyen de peut-être d'utiliser le sport pour avoir une bourse et aller étudier là-bas. Donc c'est vrai que ma dernière année, l'année du bac, j'ai rajouté un entraînement par semaine et j'ai obtenu du coup une bourse en Californie parce que je voulais absolument, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps voulu aller sur la côte ouest en Californie. Donc j'ai cherché moi-même aussi des écoles là-bas. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une bourse grâce à aussi un Français qui était là-bas à l'époque, qui a un peu parlé au coach et qui m'a aidé à rentrer à l'école
qui est California Baptist University. Je me permets, tu me confirmes hein, si c'est bien ce que j'ai compris pour que les auditeurs et les auditrices aient la même logique, c'est qu'en fait à 15-16 ans tu fais de l'athlétisme plus pour t'amuser, il y a quelques performances, mais c'est au moment où tu dis tiens, l'athlétisme peut me permettre d'avoir une bourse pour aller aux États-Unis et étudier aux États-Unis qui a priori serait la motivation première pour toi, qui fait que tu te retrouves à faire du sport à un niveau un petit peu plus élevé, c'est ça? Ouais, on va dire, enfin, j'étais encore qu'à 3 entraînements par semaine. Donc, par rapport à ce que je fais actuellement, c'est sûr que c'est pas du tout du haut niveau ni quoi que ce soit. Mais que du coup, le fait que d'abord, oui, rajouter un entraînement, j'ai réussi à aller, bah, j'avais fait troisième au championnat de France junior ou espoir bah, sur le 1500 mètres. Et donc, c'est ça aussi qui a m'aidé à pas mon temps sur 800 et 1500 qui s'était du coup amélioré, qui m'ont permis de partir aux États-Unis. Alors, quand tu décides de partir aux États-Unis, comment ça se passe par rapport à ta famille? Est-ce que, et c'est une vraie question parce qu'on sait que partir aux États-Unis, ça demande beaucoup de moyens financiers. Comment ça se passe? Est-ce que ta famille a les moyens de le faire et ça, c'est tant mieux pour toi? Ou est-ce que bah, non seulement tu as la bourse, mais en plus, tu dois travailler là-bas? Comment ça s'est organisé? Non, moi, j'ai vraiment été prise à 100%, donc j'ai rien eu à payer, mis à D'accord. part mes billets d'avion. Mais c'est vrai que oui, au début, ma famille était un peu réticent avec le projet parce que mes parents n'auraient jamais pu payer, même pas, c'est sûr, un quart de ce que ça coûte l'école aux États-Unis. Donc, c'était un peu, au début, peut-être un peu comme un rêve, on va dire, et peut-être un peu vivre dans l'imaginaire. Mais pour moi, ça a tout le temps été quelque chose que je sais que je voulais. Donc, je sais pas, j'étais confiante dans ce que je faisais. Donc tes performances au lycée, juste avant d'arriver aux États-Unis, te permettent en fait d'obtenir cette bourse qui te finance à 100%, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, comment ça se passe ce moment où tu dois valider ton dossier et tout machin et dire après le bac, je m'en vais aux États-Unis, est-ce qu'il y a une excitation, est-ce qu'il y a du stress de ton côté et comment ça se passe avec la famille, comment tu gères ça, comment tu appréhendes tout ça? Moi, j'étais vraiment pressée d'y aller parce que j'avais vraiment envie d'un changement, d'un départ et j'ai toujours aimé, les challenges. Mais après, je sais que j'avais un peu de l'angoisse du fait que je parlais pas du tout anglais. Mais quand je dis pas du tout, c'est que je comprenais rien à l'oral en anglais. J'étais juste je me débrouillais bien en écrit, mais alors à l'oral, c'était une catastrophe. Enfin, je comprenais vraiment rien. Donc je sais que j'allais galérer, mais pour moi, c'était le seul moyen d'apprendre l'anglais de toute façon. Vu que en cours, c'était pas la peine. J'avais beau essayer, j'arrivais pas du tout. Ok, et donc soyons très clairs à ce moment-là. Quand tu arrives aux États-Unis, est-ce que dans ta tête c'est avant tout la priorité, c'est les études et tout, et j'ai vraiment envie d'apprendre, etc. Ou c'est la priorité, c'est de devenir une sportive de haut niveau? Il y avait quoi dans ta tête à ce moment-là, hein, bien sûr? Ah, moi, il n'y avait pas du tout le sport dans ma tête à ce moment-là. C'était vraiment être en Californie, apprendre l'anglais et faire. C'était vraiment que pour une année à la base que je Ok. partais. Et ouais, c'était vraiment bah, histoire d'apprendre l'anglais. Je savais qu'en un an, on peut apprendre l'anglais. Donc, c'était dans cette optique-là que je partais. Puis découvrir une autre culture, un autre pays. Puis bah, comme ça fait rêver les États-Unis, je voulais Mhm. être là-bas. C'était vraiment pas, oui, c'était vraiment pas dans l'optique de faire du sport ni quoi que ce soit parce que je savais déjà pas comment ça se passait là-bas, le sport universitaire, à quel point c'était important. Et puis même ça, le sport pour moi, ça avait été tout le temps un loisir et un moyen de décompresser plutôt que chercher à faire de la performance. Et c'est quoi justement cette découverte du sport universitaire aux États-Unis? C'est quoi les premiers, les premiers contacts avec cette manière de faire le sport universitaire? C'est, c'est tellement différent, c'est vraiment tout de suite, c'est un esprit d'équipe, c'est toute l'université qui est unie pour bah, supporter sa team, quoi, son école. Et c'est vraiment mais quelque chose qui est très important. Enfin, les matchs, tout ce qui est bah, le basket, le baseball et tout, c'est des gros sports qui réunissent vraiment tous les étudiants, même les professeurs. Enfin, il y a vraiment tout le monde qui est uni ensemble pour supporter leur sport, quoi, enfin leur école.
Et tu avais eu une visio, un échange téléphonique avec le coach de l'équipe d'athlétisme, ou t'es arrivé et t'as découvert la personne qui allait te prendre en charge? J'ai très peu parlé avec lui. Je sais même pas si on avait déjà fait un visio ensemble, mais vu mon anglais qui était catastrophique à l'oral, de toute façon, je pense pas la langue que j'aurais pu le comprendre. Non, j'ai plutôt, enfin, on a échangé plutôt par email vu qu'à l'écrit ça allait, donc je le connaissais pas tellement. Ok, ok. Et donc, les premières semaines, ça se passe comment? T'es impressionné par cet esprit d'équipe? Déjà, tu viens de nous le confirmer, mais au niveau de la manière de s'entraîner, au niveau des performances, comment tu commences à te mettre dans le rythme? Bah déjà, c'est très, on va dire, c'est très structuré et organisé. C'est tous les bah, moi, comme j'étais en Californie, qui fait assez chaud, c'était entraînement tous les matins à 6 heures. Bon, à 6 heures, on était tous réunis et puis on partait bah, à l'entraînement. Ensuite, il y avait les cours. Mais oui, et puis c'est surtout beaucoup plus intense, hein. Je sais, pour moi qui m'entraînais 2, 3 fois par semaine, je suis passée à m'entraîner tous les jours. Bah, avec l'équipe, le matin, enfin, on allait courir ouais, à 6 heures, puis de temps en temps, même 2 fois par semaine, on avait une musculation. Donc, ouais, il y avait au moins 8 entraînements par semaine. Et c'est vraiment beaucoup plus structuré. Et c'est dans cette première année-là que tu prends conscience de ce potentiel de devenir sportif de haut niveau, ou c'est un petit peu plus tard, c'est au fur et à mesure des années? Comment ça se passe cette première année? C'est au bout de la première année, tu sais, ou tu as encore un peu de doute, ou tu te dis, bon, bah tiens, il me propose une bourse, comment ça s'organise? Non, c'est pas au bout de la première année parce que ça a été un peu dur sportivement pour moi la première année, vu que c'est sûr que j'ai augmenté mon volume d'entraînement tellement d'un coup que j'étais plutôt blessée tout le temps. Ouais. Donc c'était un peu dur sportivement, mais j'aimais tellement la culture là-bas, puis l'université, tout ça, que je voulais rester même pour finir mon diplôme parce qu'après j'ai toujours mis les études avant le sport Mhm. dans tous les cas. Donc je voulais vraiment avoir un diplôme en sortant de l'université. Et c'est plutôt je dirais l'année d'après, Mhm. où bah, j'ai commencé à faire des records de l'université et voir que j'arrivais enfin, à être avec le top de l'équipe. Donc c'est là déjà que je commençais à être beaucoup plus compétitive et me concentrer, on va dire, plus dans le sport. Parce qu'après, c'est facile aussi dans les universités américaines on va dire, divaguer et faire autre chose et aller faire la fête et au final de pas du tout être sérieuse niveau entraînement. Et donc là, ça va pas marcher, quoi. Moi, c'était ça aussi ma première année. Je découvrais tellement de choses que, enfin, on va dire, le sport, c'était vraiment pas ma priorité. Mais, et c'est après, bah, du coup, en améliorant mes performances, que j'étais beaucoup plus, on va dire, focus sur ça et bah, de tout de suite, les performances, bah, se montrent, quoi, sont meilleures. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce moment, puisqu'au départ, tu étais parti en Californie pour faire une année, comment on te renouvelle, est-ce qu'on te renouvelle ta bourse pour la deuxième année, puisque comme tu es souvent blessé, est-ce qu'ils croient en ton potentiel quand même, ou est-ce que cette deuxième année, tu dois la financer? Comment ça s'est passé? Non, j'ai toujours pris été en charge à 100%, D'accord. parce que le coach m'a toujours fait confiance. C'est vrai qu'il a toujours cru en moi et Mhm. il m'a toujours dit que oui, il pensait que je pouvais faire autre chose que ça et c'est vrai qu'il m'a tout le temps soutenue. Et c'est vrai que ma première année, j'ai été blessée, mais j'ai quand même réussi à faire des bonnes performances à la fin. Donc après, souvent, quand même, je me rappelle même plus si j'avais signé pour 1 an ou 2 ans. Mais maintenant, il y a des règles comme quoi on peut signer plus longtemps. Mais, euh, mais non, j'avais confiance en le coach et au programme avec qui j'étais et j'ai pas eu de soucis sur ça, enfin, pour renouveler ma bourse. Mais après, c'est sûr que s'il n'y a pas de performance derrière et si la personne ne montre aucun engagement ou pas de motivation ni rien, oui, la bourse peut être suspendue. Comment tu te sens, et est-ce que c'est vraiment ce moment-là le déclic? Comment tu te sens au moment où tu établis un des records de l'université? Qu'est-ce que tu te dis? Bah, ça fait plaisir et tout de suite, je me Mhm. dis, enfin, au final, enfin, bah, ça paye et que bah, tout de suite, on se sent bien, quoi, parce que, enfin, comme je dis, le sport, c'est tellement important là-bas, bah, tout de suite, même les autres personnes à l'université, ils viennent
te voir et ils te disent oh félicitations, j'ai vu que tu avais terminé première cross ou des trucs comme ça. Donc tout de suite c'est plus, bah tout de suite il y a beaucoup plus de motivation. Donc bah on veut toujours plus et bah, on cherche toujours à faire encore mieux. Donc moi c'était ça, c'était vraiment dans l'optique tout le temps d'aller chercher mieux, de me qualifier aux nationaux et tout ça. Ok. Et donc là, en étant aux États-Unis, quel est le lien que tu gardes avec la France par rapport à tes performances? Sous-entendu, est-ce que tu as toujours une personne de la fédération ou de la direction technique nationale, je ne sais pas comment ça s'appelle en athlétisme, qui te suit? Et quand tu reviens l'été, est-ce que tu participes à des compétitions en France ou alors tu es à 100% aux États-Unis et loin de la France? Bah maintenant, ma situation a changé vu que je suis plus à l'école, mais quand j'étais à l'école, oui, enfin, j'envoyais du coup mes performances à quelqu'un de la Fédé qui Mhm. ensuite les mettait en ligne. Et quand je rentrais l'été, bah, je faisais les championnats de France ou bah, quand il y avait les championnats d'Europe et les championnats d'Europe, mais quand il y avait des sélections, j'essayais de faire bah, toutes ces compétitions-là. Et après, bah, je repartais fin août sur le campus. Mais je rentrais en France l'été. Ok. Et donc en Californie, tu as fait combien de temps? Tu as fait 3 ans? J'ai fait 3 ans et demi, j'ai fait mon bachelor et je suis restée bah, un semestre, mais ensuite, comme la situation avait changé, le coach avait changé, enfin, on était passé d'une division 2 en division 1. J'ai voulu changer, partir dans on va dire, une école un peu plus prestigieuse pour faire mon master. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi Boston College pour aller faire mon master. C'était encore bah, plutôt pour les études plutôt que le sport à ce moment-là. Et donc Boston, tu t'y retrouves au moment du Covid, c'est ça? Non, moi j'ai eu la chance, j'ai évité, enfin ma dernière année, l'année où j'aurais dû bah, faire ma graduation, c'est là où il y a eu le Covid. Mais Ouais. je suis arrivée à Boston en janvier 2019, donc du coup j'avais quand même pu faire une année, on va dire normale niveau compétition. Et c'est vrai que malheureusement, mon dernier semestre à Boston, bah, je m'étais qualifiée bah, en division 1 pour les nationaux, que ça aurait été mes premiers nationaux en division 1 en indoor, que malheureusement, on a annulé bah, la compétition la veille pour le Ok. lendemain. Donc Ok. c'est vrai que ça a été un peu dur. Et quand tu arrives à Boston, dans l'idée, là aussi, c'est, comme tu viens de le dire, c'est avant tout pour les études, mais est-ce que derrière, dans ta tête, il y a un truc qui te dit, bon, ok, c'est les études, je vais me donner à fond là-dedans, mais tiens, si je vais chercher une ou deux perfs, pourquoi pas? Ah oui, bah, c'était tout le temps aussi dans l'optique de la performance bah, au niveau du sport parce que je voulais aussi essayer de voir ce que c'était une division 1. Du coup, le niveau est beaucoup plus élevé. C'est même pas comparable à... Ouais, c'est tout le monde est fort, quoi. Enfin, c'était vraiment de passer d'une division 2 à une division 1. Il y a une grande différence. Et c'était aussi ça que je voulais bah, expériencer. Et quand tu dis tout le monde est fort, etc., est-ce que tu as réussi à faire des performances là-bas à Boston qui sont marquantes ou bah, tu t'es avant tout t'as progressé et puis tu as fait quelques compétitions de division 1 et tu t'es rendu compte un peu de l'écart de niveau? Oui, j'ai progressé, j'ai amélioré mon temps. C'était d'ailleurs sur 5000 là-bas. Même en ayant du coup fait mon record, j'étais la dernière aux nationaux en indoor, quoi, sur 5000. Et oui, même au niveau des crosses, c'était complètement autre chose. Enfin, là, je me rendais compte que j'étais bah, loin derrière les meilleurs, quoi. Alors en division 2, j'avais terminé cinquième aux nationaux au cross, que là, c'était à peine si j'aurais pu être qualifiée en individuel. D'accord, donc là une vraie, un vrai gap à passer pour espérer aller plus loin, c'est ça? Oui, 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 c'est autre chose. En 2019, si je me trompe pas, hein, dis-moi si je me trompe, mais tu fais les championnats d'Europe et en 2020, tu fais les championnats de France élite. Donc là, on commence à arriver dans du sérieux quand même quand on se retrouve au championnat d'Europe ou quand on se retrouve au championnat de France. Et en plus, tu fais des belles places, si je me trompe pas. Bah, cette année-là, oui, j'avais fait les championnats d'Europe sur 10 000. Du coup, c'était la première fois aussi cette année que j'essayais le 10 000. Mhm. Et j'avais fait les championnats d'Europe où j'avais fait cinquième, il me semble, les championnats d'Europe espoir. Ouais. Et c'est vrai que oui, ça m'avait encouragée bah, pour la suite, bah, parce que tout de suite, c'est encourageant, quoi. Après, c'est vrai qu'en 2020, oui, j'avais fait les troisièmes au championnat de France élite sur 5000. Mais après, j'ai eu une période un peu compliquée aussi à Boston
parce Ouais. que ça n'a pas été vraiment facile de 2000, enfin, la fin 2019, début 2020. C'est quand tu dis une période difficile, c'est une période difficile niveau sport, c'est une période difficile niveau études ou c'est même les deux? Non, les études, ça a toujours été, c'était Ouais. plus au niveau du sport et puis mentalement, c'était vraiment un burn-out un peu. Et puis j'ai pas non plus, enfin, j'ai vraiment pas, je pense que j'ai pas apprécié le changement de Californie côte Est, quoi, à Boston. C'était pas pour moi. Enfin, vraiment, je me rends compte que c'est la côte Est, enfin, Boston et tout, c'était pas du tout vraiment pour moi, quoi. Quelqu'un qui connaît pas trop les États-Unis, c'est quoi la différence entre cette côte ouest et cette côte est? Ah, pour moi, les gens sont plus sympas sur la côte ouest. Mais D'accord. moi, je dirais que c'est quand même plus tranquille, enfin plus, je sais pas, plus posé sur la côte ouest, alors que la côte est, c'est vraiment, bah, c'est un peu plus, enfin comme en Europe, quoi, comme les grandes villes, comme Paris, la région parisienne, enfin tout vite, quoi. Ouais, donc tu subis un petit peu déjà ce spleen, on va dire, de la Californie quand tu arrives à Boston, et en plus tu découvres un rythme et un monde qui correspond pas à ce que toi tu aimes en fait. Oui, non. Puis la différence de température et de climat aussi, pour moi, ça a été vraiment un choc. Bah, vraiment, là, sur le coup, là, un choc thermique. Ouais, ouais, et puis vu le sport que tu fais. Oui. Et une fois que Boston, ça se termine, c'est quoi ta décision? Est-ce que tu te dis, je peux rester aux États-Unis et je vais trouver du boulot là-bas et j'en profiterai pour continuer ma carrière sportive? Ou est-ce que tu te dis, non, naturellement, j'ai fini mes études aux États-Unis, je reviens en France? Comment ça s'est passé cette période-là? Ah, ça a été très compliqué. C'était vraiment un gros dilemme et je savais pas quoi faire. Je savais pas si. Parce que d'un côté, je voulais repartir en Californie, travailler là-bas, mais tout en continuant le sport parce que je voyais que ça avait marché. Donc, je voulais pas Mhm. m'arrêter là. Je voulais continuer. Et puis, j'ai tout le temps demandé à mes coachs bah, qu'est-ce qu'ils pensaient, enfin, qu'est-ce que je devrais faire parce que je préfère qu'on soit honnête avec moi et qu'on me dise oui, t'as ta chance, vas-y, continue dans le sport ou non, c'est le temps pour toi de t'arrêter, tu vas travailler, ça serait mieux. Mhm. Enfin, je voulais vraiment des personnes honnêtes qui me disent, enfin, qui m'éclairent un peu, enfin, sur quoi faire. Et je sais que mes coachs m'avaient de continuer dans le sport. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait le choix de rentrer en France à ce moment-là, parce que aux États-Unis, malheureusement, j'aurais pas pu financer, en fait, financièrement, ça aurait Ouais. pas été possible, puisque j'aurais plus de bourse. Mhm. Donc, j'ai fait le choix de revenir en France, bah, revenir bah, chez mes parents et vivre avec mes parents, ma sœur en Île-de-France où j'étais. Et je m'étais dit, de là, je vais essayer bah, de me faire comment, quelque chose d'organisé un peu. Mais d'un côté, il me fallait aussi que j'essaye de trouver un travail parce que je peux pas vivre du sport, quoi. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi parce que je savais que j'avais au moins bah, mes parents, quoi, pour m'assurer. Et donc ça veut dire que quand tu reviens en France, est-ce que tu es rattaché à la Fédération française d'athlétisme et on te donne une structure pour t'entraîner? Ou est-ce que tu dois te trouver un entraîneur, tu dois te trouver un club? Comment ça se passe justement cette période un petit peu où tu es sportif de haut niveau, mais est-ce que tu es vraiment suivi, accompagné ou est-ce que tu te débrouilles par toi-même? Il y a un peu des deux, on va dire. Ouais. Enfin, à l'époque, j'avais un conseiller, enfin, un peu un conseiller socio-professionnel, je crois, Mhm. bah, pour m'aiguiller où aller, tout ça. Après, j'ai pas vraiment ressenti que j'ai pu être vraiment aidée et soutenue là-dessus. Après, peut-être conseiller un peu, mais du coup, j'étais dans un club à Viry-Châtillon où Mhm. bah, j'avais tout de suite un coach, enfin, j'avais mon coach qui était là. Donc, bah, pour ça, ça a été, j'ai été avec lui. Mais j'étais quand même vraiment perdue, en fait. J'ai jamais vraiment su trop si c'était le bon choix et quoi faire. Ouais. C'était vraiment compliqué. C'est malheureusement, j'ai la sensation que c'est un peu dans tous les sports. Alors je vais dire, je veux vexer personne, mais on va dire mineur parce que si on prend le foot, c'est un peu différent. Mais tous les sports autour où on est obligé, encore plus sur le sport féminin, malheureusement, où on est obligé de travailler à côté et autres, on a la sensation que, bah, je sais pas, mais l'argent est pas forcément investi au bon endroit et il n'y a pas l'accompagnement nécessaire. Et on en parlera par rapport à tes performances
et par rapport à ta vision des JO 2024, avant de rentrer un peu plus dans le concret, dans ce que tu fais aujourd'hui. Je t'en ai pas encore parlé, mais donc moi, et c'est pas pour me mettre en lumière, mais c'est justement pour te mettre en lumière. Je fais de la course à pied régulièrement, mais alors vraiment en total amateur. Donc je fais régulièrement du 10 km et j'ai fait quelques courses. Je pense que ma plus haute performance, et je ne l'ai jamais reproduite, c'est 41 aidés au 10 km. Dis-nous quel est le temps, 41 minutes, hein, parce que ceux qui ne connaissent pas, c'est 41 minutes 30 au 10 km. Toi, ta meilleure performance sur 10 km, vas-y, dis-nous quel est ton temps. Sur 10 kilomètres, j'ai fait 34. Sur 10 000 sur piste, j'avais fait 33,48. Ouais. Après, enfin, maintenant, du coup, je suis passée sur un peu plus long, mais c'est vrai que j'aimerais bien retourner sur, essayer là, de me retester sur ces distances. D'accord. Quand tu dis maintenant tu es parti sur un peu plus long, c'est quoi les distances que tu fais actuellement? Semi, mais là, c'est dans l'optique de préparer un marathon, bientôt, très bientôt, D'accord. enfin, fin d'année ou même début d'année prochaine. Et c'est sur le marathon que tu veux, que tu ambitionnes Paris 2024? Oui, Ouais. c'est ça. D'accord. Et donc, par rapport à ça, justement, pour vraiment mettre les pieds dans le plat maintenant, comment t'es accompagné? On est, et on va pas mentir, le 21 juillet 2022 quand on enregistre le podcast. C'est-à-dire qu'on est à 2 ans, pile poil des JO Paris 2024. Euh, Comment c'est organisé aujourd'hui? Alors, surtout, je ne veux pas te mettre en porte-à-faux, mais en tout cas, comment tu es accompagné par rapport à cette performance et à cette idée que tu es une potentielle sportive qui va participer aux JO? Bah, niveau accompagnement, c'est vrai que j'ai la chance et vraiment, je remercierai jamais assez d'avoir bah, mon employeur Sport2Be qui Mhm. m'avait pris à l'époque en CIP encore quand la Fédé proposait ça, qui maintenant ne le fait plus. Mais quand j'étais sur les listes, parce que malheureusement aussi, je suis sortie des listes ministérielles cette année, Alors, ma compagne explique-nous juste. les listes ministérielles, c'est pour être considéré athlète de haut niveau. Malheureusement, une année de blessure ou une mauvaise année, on n'est plus sur les listes de haut niveau. Donc, on n'est plus considéré comme sportif de haut niveau. Donc, on ne peut plus avoir bah, des aides qui étaient possibles ou même des avantages, enfin, pour le très peu qu'il y a d'avantages Ouais. à ça. Et donc là, maintenant, bah, c'est vrai que j'ai plus rien, mais j'ai mon employeur qui continue à me soutenir et à m'accompagner dans ce projet. Et il est à fond derrière nous et il y accompagne même plusieurs sportifs de haut niveau. Et c'est vraiment grâce à ces personnes-là que le sport peut continuer, sinon ça serait pas possible. Et je sais qu'actuellement, je m'entraîne aux États-Unis aussi grâce à Puma et bah, au groupe Puma, mais enfin, qui est du coup basé aux États-Unis, que je suis là-bas, que j'ai un groupe d'entraînement, que tout est professionnalisé, qu'on a, oui, qu'on est en mesure de s'entraîner correctement et plus le fait d'avoir mon employeur, c'est vraiment, ça me met dans des bonnes conditions, quoi, que des choses que je ne trouverais pas en France. D'accord. Donc avant de dire ce que fait ton employeur, parce que moi vraiment j'insiste sur le fait que ces personnes-là méritent d'être mises en avant, même si elles en retirent quelque chose, peu importe. Enfin, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, je sais très bien ce que ça peut leur coûter. Avant de dire ce qu'ils font comme travail et de les féliciter, de les mettre en avant, donc c'est eux qui, enfin là par exemple, financent ton voyage. Donc là c'est Puma qui finance ton voyage, mais en tout cas pendant que tu es en voyage et en entraînement, tu es payé comme si tu étais salarié. Comment ça se passe? Oui, du coup, là, je suis salariée. Du coup, j'ai un contrat professionnel avec Puma qui, du coup, me permet d'avoir financièrement une aide aussi et Ouais, d'avoir surtout, plutôt que financer, c'est aussi d'avoir tout le matériel et ouais. l'équipement, les chaussures bah, fournies par Puma. Mais c'est grâce à mon employeur, oui, que je peux vivre, que je peux m'acheter à manger, payer un loyer et continuer à voyager et à venir m'entraîner aussi aux États-Unis. Ok. Et pour toi, s'entraîner aux États-Unis, encore une fois sans balancer, mais il y a quoi comme différence selon toi? Le fait, par exemple, de venir là, je sais pas, là, tu es parti pour un stage de plusieurs semaines. Non, maintenant, c'est vraiment la vie où je suis. C'est vraiment malheureusement que j'ai pas de visa, donc je suis obligée de revenir en France tous les 3 mois et de D'accord. voyager en ESTA. Mais c'est vrai que j'ai rejoint le groupe pro Puma
aux États-Unis. Et c'est juste que c'est beaucoup plus professionnel, on s'entraîne beaucoup plus dur et il y a un groupe. Enfin, je suis pas seule en France à essayer de faire des séances et à galérer pour trouver du monde avec qui courir où chacun s'entraîne plutôt individuel. Ouais. Alors que ici, c'est vraiment des groupes entiers où on est, enfin, je suis pas toute seule quoi, à faire des kilomètres ou même faire des séances seule sur la piste. Non, ici, j'ai du monde et pour moi, c'est vraiment important parce que je n'arrive pas à m'entraîner seule personnellement. Ok. Donc là, tu as un entraîneur, etc., qui est financé par Puma avec des lieux d'entraînement, etc. C'est ça? Mhm, oui, c'est Ok. ça. Et tu t'entraînes avec des personnes de toute nationalité ou c'est un groupe avec que des Français, des Françaises? Comment ça se passe? Non, à la base, il n'y avait pas vraiment de français. De français, si, il y avait le français Emmanuel Rudolph Mhm. Lévis qui était là, et donc c'est lui que j'avais contacté au moment pareil où je voyais qu'en France, c'était vraiment pas là où je voulais être, et qui m'avait dit, bah, viens essayer, tu peux venir 3 mois et voir si ça te plaît ou pas. Et donc, quand j'avais rejoint le groupe, il y avait aussi une Britannique et plutôt des Américains. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe se grandit de plus en plus. Et là, on a par exemple Liv, une Française qui a rejoint le groupe. Et du coup, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que le groupe grandit. Donc, on a, on a vraiment beaucoup plus de personnes pour les séances. Et c'était un peu, on va dire, beaucoup plus homogène, quoi. Parce que moi, je suis arrivée là-bas et je faisais un tiers des séances de ce que les filles faisaient, tellement j'étais loin derrière. D'accord. C'était dur au début parce que oui, je me dis que vraiment, enfin, vraiment en France, on est loin, loin, loin derrière. Il y a vraiment un gros gap. Ma question là par rapport à ton employeur, explique-nous un petit peu ce qu'il fait pour que on puisse le mettre en avant. Et puis, si je me trompe pas en plus pour avoir regardé un petit peu, il y a un lien avec le sport. Mhm. Ouais, il y a un lien avec le sport parce que du coup, c'est vraiment la thématique Sport to Be, c'est d'améliorer aussi le bien-être des salariés par Mhm. la pratique physique et sportive en entreprise, donc par la formation de coach, des programmes personnalisés. On intervient en entreprise, par exemple, on travaille avec Safran Nacelle Mhm. à Toulouse ou même le Naval Group. Et en fait, c'est dans la thématique que le sport, c'est notre premier outil de travail. Donc, hein, c'est en gros un parallèle aussi entre les ouvriers et les sportifs de haut niveau parce que pour nous, sportifs de haut niveau, notre corps, c'est notre premier outil de travail. Et pour quelqu'un qui travaille dans un chantier comme à Safran ou à Naval Group, c'est la même chose parce qu'ils sont à construire des machines, tout ça. Et donc, c'est vraiment important pour eux d'avoir un bien-être et une pratique sportive et physique en entreprise pour améliorer la qualité de vie au travail. C'est également pour diminuer l'absentéisme et les accidents de travail. Donc, Mhm. c'est surtout ça, Sport to Be, c'est vraiment intervenir dans l'entreprise afin de diminuer l'absentéisme et tous ces problèmes liés aux accidents de travail. Mais enfin, du coup, maintenant, on est aussi, enfin, Sport2B, c'est aussi digital. Mhm. On propose une plateforme qui s'appelle la Sport2B TV, Mhm. où là, les gens peuvent, du coup, s'inscrire, prendre un abonnement. D'ailleurs, j'ai un code si jamais ça intéresse quelqu'un de s'inscrire, du coup, sur la Sport2B parce que chaque abonnement permet aussi d'aider les sportifs de haut niveau de la team Sport2B à, par exemple, se payer une paire de chaussures ou une voile pour Ambre qui fait de la voile. Mais on propose du coup des cours de sport sur la Sport2B TV et certains cours de sport encadrés par des sportifs de haut niveau parce que l'entreprise regroupe plusieurs sportifs de haut niveau. Par exemple, on a Alexia Richard qui est championne de France de beach volley, Mhm. Samuel Kipstori qui a participé à Tokyo en 2021 et qui est 4 fois champion de France de boxe. On a Ambre, pareil, qui est dans le top 15 au monde en 2021 au niveau de la voile. Et on a beaucoup, enfin, et du coup, des nouveaux sportifs qui viennent de rejoindre en BMX, badminton, escalade, même en natation, fait, euh, qu'on fait les JO à Tokyo. Et donc, c'est vraiment cool, je trouve, d'avoir quelqu'un qui soutient les sportifs de niveau en nous intégrant à l'entreprise et on totale tout le monde qui veut participer. Ok, donc ce qu'on fera, c'est que on prendra les liens dont tu m'as parlé là, qui permettent de financer, on les mettra dans les notes du podcast et on les diffusera. Et donc, moi, je veux vraiment dire bravo à Sport2Be parce que c'est
c'est un des, entre guillemets, combats, hein, je me bats contre personne, mais en fait, c'est un des leitmotifs que j'aime avoir, c'est de me dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai jamais été sportif de haut niveau, par contre, j'ai toujours pratiqué du sport, ça a toujours fait partie de ma vie, et c'est vraiment une partie prenante, et je trouve qu'en France, on a encore tendance à être en retard là-dessus, et quand, je vais prendre un exemple tout simple, quand on parle de team building en entreprise et autres, il y a encore beaucoup de réticence sur je vais aller faire du sport, etc., je vais faire de l'activité physique. On a une vision du sport qui est assez péjorative, alors que vous les sportifs, et je me mets en retrait quand je parle de là, mais les sportifs et sportifs de haut niveau, vous avez énormément de choses à apprendre, et je dirais même que votre CV, logiquement, il devrait même pas y avoir d'éléments professionnels entre guillemets sur la partie carrière, tellement ce que vous vivez dans le sport sont des compétences qui permettent de montrer votre adaptabilité dans le monde de l'entreprise, bon, hormis certaines compétences techniques bien sûr, mais voilà, dans la majorité des cas, vous vous retrouvez dans un job, ce que vous avez expérimenté dans le sport permet de performer dans l'entreprise assez rapidement parce qu'il y a un état d'esprit, quoi. Et ça, je trouve qu'il y a encore des choses à apprendre. Donc Sport2Biz, ce qu'ils font, c'est un, ils vous financent, donc déjà génial, et deux, je dirais qu'ils vous mettent en avant comme montrant que bah, vous avez des compétences et qu'elles peuvent servir à tout le monde. Donc bravo, 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 et je serais très content d'échanger avec eux. Alors parlons maintenant très concrètement de ces JO Paris 2024. Maintenant que tu as entre guillemets un employeur qui te finance, un groupe d'entraînement et autres, est-ce que c'est devenu un truc qui, dans ta tête, ça fait tic-tac avec le temps qui te sépare d'aujourd'hui au JO 2024? C'est devenu un objectif, un challenge, une ambition, ou ça reste on verra bien? Non, c'est vrai que ça a été souvent on verra bien et surtout une difficulté pour moi de croire en moi et croire que c'était possible. En fait, c'était plus les autres qui croyaient que c'était possible et non, c'était pas vraiment au final moi qui y croyais. Mais c'est vrai qu'en ayant une discussion avec mon coach récemment, si je veux vraiment faire quelque chose, c'est à moi-même de prendre la décision et d'y croire. Sinon, c'est pas les autres qui me mèneront aux Jeux Olympiques, c'est sûr. Et ça a vraiment été un déclic parce que c'est vrai que même au niveau des entraînements, ça change tout, le plus confiance en soi et de croire que c'est possible. Bah, c'est ça aussi qui permet performance parce que pour moi, enfin, 80% de la performance, c'est mental et plutôt que physique. Et donc dans ce groupe d'entraînement, tu as aussi de l'accompagnement, de la préparation mentale, ou ça c'est quelque chose que tu dois te financer toi-même? Non, on n'a pas ça. Après, je pense que c'est possible d'avoir des contacts par nos coachs, d'avoir un préparateur mental ou un coach mental. Mais honnêtement, en ayant essayé plusieurs coachs mentaux, même en France, tout ça, j'ai vraiment appris plus sur moi-même en lisant des Mhm. livres de développement personnel et grâce à ma sœur, du coup, qui a elle était bah, une grande aide pour ça parce qu'elle était déjà là-dedans plus et beaucoup plus sur tout ce qui est psychologie et développement personnel. Donc, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Et comme j'ai dit, enfin, du coup, l'astrologie, qui est même ma passion, pour moi, c'est aussi un outil que j'utilise et qui m'aide énormément, bien que certaines personnes peuvent être très réticentes à ce sujet-là. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui m'a aidée et j'ai pas spécialement besoin de coach mental parce que je pense que je peux, enfin, me comprendre moi-même et continuer à apprendre sur moi-même m'aidera beaucoup plus qu'aller voir quelqu'un. Ok. Et comme tout à l'heure, on a parlé de ta sœur et que là, tu nous dis qu'elle fait du développement personnel, etc. Peut-être tu peux nous dire ce qu'elle fait. Enfin, je ne sais pas si tu veux parler d'elle, hein, mais si elle fait quelque chose de positif et qu'elle t'aide dans ta carrière, on peut dire un peu ce qu'elle fait, même quitte à lui faire de la pub, hein. Bah, du coup, non, parce qu'elle travaille vraiment, bah, elle travaille à la CNCF, donc c'est pas du tout tout ce qui est psychologie, développement personnel, ni quoi que ce soit. Mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'elle a toujours lu des livres et, Ok. et elle a tout le temps ouais, été curieuse sur ces choses-là. Et c'est vraiment elle, en fait, qui a mis ce déclic en me faisant lire un livre qui Ouais. m'a fait comprendre plus sur moi-même et du coup, qui m'a encouragée à lire d'autres livres et vraiment à comprendre mieux. Bah ouais, enfin, me comprendre mieux et comprendre les erreurs et les blessures qu'on peut tous avoir.
Il y a un livre que justement dont tu te souviens que tu pourrais recommander aux gens, puisque le but de ce podcast aussi, hein, c'est d'aider, de transmettre. Tu peux avoir des jeunes sportifs qui ont envie d'avancer et puis qui n'ont pas les moyens de se payer un coach. Est-ce qu'il y a un livre là comme ça qui ressortirait? Si tu l'as pas là en tête, on le mettra dans les notes du podcast, mais si tu l'as, on peut le citer sur le podcast là maintenant. Je suis pas sûre du titre, mais Ouais. c'est pas du tout en relation avec le sport, mais c'est Ouais. les Ouais. 5 blessures de l'âme, Ouais. il me semble, de Lise Bourbeau. Ouais. Ouais. Il me C'est semble ça. que c'est ça. C'est Faudrait ça. que C'est ça. C'est ça. c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ok. C'est Ok. vraiment le livre qui m'a beaucoup aidé. Ok, et bah tu vois comme quoi c'est l'objectif aussi du podcast, c'est ça, c'est de dire s'il y a quelqu'un qui écoute et même si c'est pas pour être sportif de haut niveau, bah peut-être qu'il va se dire tiens, j'ai entendu Emeline, je vais aller voir ce que ça donne ce livre et puis bah peut-être que voilà t'auras aidé une personne. Euh, actuellement c'est les mondiaux d'athlétisme et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, puisque effectivement tu l'auras compris, je suis assez fan de sport, un Français qui a terminé sur du 10 000, je pense, 11e et qui a fait un plaidoyer sur Facebook et que je rejoins largement. Hein. Quand je dis plaidoyer, c'est vraiment, ça va dans le sens de ce que je disais, qui disait que bah, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de financement du sport en France et qu'en plus, il y avait des minima, semblerait-il, qui sont plus difficiles à atteindre en France que dans d'autres pays. Est-ce que, bah déjà, sur la partie financière, on vient d'en parler, mais est-ce que toi aussi, tu es dans ce genre de schéma où tu dis des fois, tu pourrais participer à une compétition, mais comme tu n'as pas fait les minima, déjà, tu nous as expliqué ce retrait des listes ministérielles, qui est bon, voilà, difficile à vivre, je suppose, mais tu as aussi ce genre de constat sur les minima qui sont une exigence trop forte, peut-être? Ah oui, oui, enfin, je suis tout d'accord, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il avait dit, Jimmy Gressé, Ouais. sur, enfin, le fait du coup, qu'il n'y a pas du tout de financement, qu'il est lui-même obligé de faire venir ses coachs, de tout payer. Ouais. Et oui, mais bon, c'est pas la première fois en plus que tout ça s'est dit, que les Ouais. minima en France, c'est tout le temps beaucoup plus dur que ce que World Athletic met. Et du coup, même là, à 2 ans des JO, on donne même pas la chance à, par exemple, des gens comme Aurore Fleury, enfin, qui avait largement sa place aux 1500 mètres aux mondiaux, mais qui, du coup, c'est une expérience en moins pour se préparer aux JO 2024. Et c'est dommage de pas donner la chance comme ça en mettant des minima super compliqués alors que il y avait plein d'athlètes qui avaient leur place, c'est sûr, aux mondiaux cette année, puisque c'est des courses de championnat, donc souvent qui sont tactiques. Donc il y a tout le temps une chance, tout le temps, tout le monde a sa place. Pour aller vers l'avenir, donc là sur les JO Paris 2024, tu as une seule ambition, c'est celle d'être sur le marathon, ou est-ce que ton ambition c'est de travailler sur le marathon et puis si il y a une opportunité sur le 10 000 ou le 5 000, tu peux te rabattre dessus ou c'est pas possible du tout et c'est vraiment que le marathon qui devient ta discipline phare? C'est sûr que je vais privilégier le marathon. Après, je suis Mhm. pas fermée à revenir sur du 10 000 et sur du 5 000 parce que c'est vrai que j'aime bien aussi la piste et que non, je suis pas du tout fermée à pouvoir. Mais c'est sûrement ce que je pense sûrement faire autre chose que du marathon. Je vais pas passer que sur marathon. Mhm. Mais après, c'est quand même l'objectif principal. Donc, quand on fait des prépas marathon, je peux pas m'amuser, c'est sûr, à faire plusieurs courses Bien pendant sûr. la prépa, quoi. Ouais, c'est une préparation très spécifique, le marathon, hein, pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est quoi les échéances qui arrivent là pour toi? Il y a des dates particulières, des événements particuliers, un marathon que tu as ciblé, et c'est celui-là par lequel tu vas commencer parce que ça sera ton premier, hein, tu n'en as pas encore fait, c'est ça? Non, j'en ai pas encore fait. Ok. J'ai déjà prévu de faire un semi-marathon fin août, Ouais, peut-être en Irlande. ok. Et après, tout dépend de la course là. Mais le coach voudrait peut-être que je fasse un marathon plus tôt que prévu, vu que la forme est plutôt pas mal en ce moment. Donc peut-être en profiter pour faire un marathon octobre ou novembre. Ou alors sinon, peut-être attendre janvier pour Houston.
D'accord, ok. Et donc là, c'est le lieu où tu es actuellement, Raleigh, en Caroline du Nord, c'est le lieu où tu vis maintenant, ou est-ce que c'est parce que c'est le camp d'entraînement qui est là, et puis après tu vas bouger, comment ça se passe, et les échéances en termes de vie, elles se passent où? Je dirais que, enfin oui, maintenant je vis plutôt ici parce que je Ouais. passe pratiquement plus de temps aux États-Unis qu'en France. Après, niveau échéance, il n'y a pas spécifiquement dans un lieu spécifique, on va dire, parce que par exemple, le coach me parle d'un marathon, ça pourrait être même à Tokyo, enfin un peu n'importe où. C'est vraiment chercher la course qui serait adaptée à moi à ce moment-là, au moment voulu, quoi. D'accord, ok. Et par rapport, on n'en a pas parlé, mais l'éloignement avec ta famille, comment tu gères ça? Est-ce que c'est facile parce que tu te dis, bah, quand je reviens, ça c'est une discussion que j'ai avec une personne sur un autre podcast sur le voyage, qui dit, bah, quand tu reviens, tu es une vraie star et on t'adore, et donc tu vis des moments énormes, on profite de toi le peu de temps où tu es, ou est-ce qu'il y a des moments où c'est difficile? Comment tu vis ça, cet éloignement? C'est vrai que j'ai pas vraiment de mal avec la distance, enfin, de ma famille. Après, ça fait toujours plaisir de revenir à la maison et de revoir tout le monde, mais c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange, on va dire, la distance. Ok, c'est pas une difficulté qui peut mettre entre guillemets en péril la suite de ta carrière, si on peut dire. Ah non, pas du tout. Ok. Eh ben écoute, Emeline, vraiment merci déjà d'avoir fait confiance au podcast Allez Vas-y, parce que ce que tu as partagé correspond à ce que je veux mettre en avant, c'est-à-dire à quel point les sportifs de haut niveau, et tu en fais partie, ont une abnégation, ont une détermination à vouloir réussir, et doivent passer par beaucoup de difficultés pour pouvoir y arriver. Et malheureusement, parce que ça devrait être autrement, mais tu confirmes la règle. La chance là, c'est que tu as trouvé le bon employeur. Donc vraiment, encore bravo à Sport2Be, et je serais ravi d'être en contact avec eux pour partager, parce que c'est vraiment mettre en lumière leur action. Il n'y a rien de tel, parce que c'est grâce à des entreprises comme eux que les choses elles avancent. Je peux que te dire ce qu'on dit, parce qu'on dit pas bonne chance, on dit merde. Donc merde pour la suite. Et surtout, tiens-nous au courant de tes performances et des réussites, des marathons, etc. que tu auras fait. Comme ça, on continuera à alimenter les réseaux sociaux pour ceux qui ont suivi un peu le podcast, et ils pourront suivre aussi tes performances. Donc merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir eu sur le podcast. C'était un plaisir d'échanger et ouais, merci beaucoup et bonne continuation pour la suite du podcast. Merci beaucoup. À très Merci. bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.